Salut les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plonger, ou plutôt décoller, dans la physique des fusées. Comment fonctionne-t-elle? Comment atteindre une orbite? Comment voyager à l'échelle du système solaire? Toutes ces questions trouveront leur réponse. Alors c'est parti! Pour commencer un peu comme d'habitude, je vais commencer par définir ce que c'est une fusée. Une fusée est une sorte de véhicule aérospatial propulsé par un moteur à réaction, qui fonctionne grâce à l'éjection de gaz brûlé à grande vitesse dans le sens opposé de là où on veut se diriger. Pour mieux visualiser tout ça, je vais vous présenter un schéma très simplifié d'une fusée. La fusée est composée d'étages, chaque étage correspondant à un moment précis dans le vol. Par exemple, le premier étage, c'est l'étage principal de décollage. L'étage secondaire, c'est généralement quand on est à mi-chemin entre l'espace et l'atmosphère. Et parfois, il y a un troisième étage si nécessaire. Ce découpage en étages permet de réduire la masse de la fusée et d'optimiser la poussée. Mais Lucky, comment cela permet de réduire la masse de la fusée? En fait, ces étages sont largués au fur et à mesure que les carburants s'épuisent. Et lorsqu'un étage est vide, il est tout simplement largué. Cela permet de se débarrasser de masse inutile et donc de réduire les coûts de fabrication. Ensuite, forcément, sur une fusée, on a des propulseurs et des boosters, accompagnés de leurs réservoirs. Physiquement parlant, les propulseurs et boosters au décollage doivent être capables de s'extirper du sol. Autrement dit, d'être capables de générer une force supérieure à celle du poids de la fusée. Pour rappel, la formule du poids en physique est égale à la masse de l'objet fois la gravité locale, ici la gravité de la Terre. Le carburant principal des fusées, on l'appelle l'ergol. Et il peut être principalement sous deux formes, liquide et solide. Bon, il peut être aussi hybride ou gazeux, mais ici on va pas en parler. Comme le rôle de n'importe quel carburant, il doit fournir l'énergie nécessaire pour propulser la fusée tout simplement. Et sa composition varie énormément selon les modèles et les fusées. Mais généralement, on a un comburant, comme le dioxygène ou le dihydrogène, accompagné de combustibles, comme le kérosène ou l'éthanol. Vous vous rappelez du triangle du feu? Il permet de visualiser les trois conditions pour qu'une réaction de combustion s'enclenche, à savoir du comburant, des combustibles et une énergie d'initiation. Là, pour le moment, on n'a que validé les deux conditions. Et l'énergie d'initiation est tout simplement apportée lors de l'activation des propulseurs. En quelque sorte, c'est comme si à l'initiation, on allumait un briquet. Quand je vous ai introduit les propulseurs, je vous ai parlé de deux types de carburant, l'ergol liquide et l'ergol solide. Mais pourquoi cette distinction? Tout simplement parce que ces deux types de carburant ont leurs propres avantages. Et justement, je vais vous les lister. Dans un réservoir à ergol liquide, le comburant et le combustible sont liquides et séparés. Et lors du démarrage du propulseur, ils sont directement injectés par des tuyaux dans ce qu'on appelle une chambre de combustion, où ils se retrouvent mélangés pour finir par brûler. C'est notamment ce qui a été utilisé dans la Saturn V lors des missions Apollo. Et l'avantage non négligeable des moteurs à ergol liquide, c'est qu'ils ont la capacité de moduler la poussée. Contrairement à l'ergol solide, l'ergol liquide passe par une tuyauterie. On peut donc ajuster grâce à une valve la quantité de carburant envoyé dans la chambre de combustion. On peut donc régler la puissance, couper le moteur et même le rallumer. C'est un atout considérable pour les manœuvres orbitales et pour les corrections de trajectoire. Au niveau de l'ergol solide maintenant, le mélange comburant-combustible est déjà prêt à brûler. On l'initialise et hop, ça brûle au maximum jusqu'à épuisement, sans aucune possibilité de l'éteindre. Notamment utilisés dans les boosters des fusées Ariane 5, ils fournissent une énorme poussée spontanée très utile pour décoller. Leur principal avantage donc, c'est de 1 d'être simple, ça veut dire pas de tuyauterie ou pas d'injection fragile, et deuxièmement d'avoir une force de poussée très élevée. C'est pour cela que l'ergol solide est souvent utilisé en tant que booster dans les tâches de décollage. Restons encore un peu au niveau des propulseurs pour parler du système RCS, en anglais Reaction Control System. Si on traduit en français, système de contrôle de réaction. C'est un système composé de petits propulseurs utilisant du monergol. C'est juste un type d'ergol un peu plus léger. Chacun ayant 4 mini-propulseurs orientés dans 4 directions. Ils sont souvent synchronisés entre 4 RCS en même temps
et ils permettent à la fusée d'effectuer des rotations et des translations, comme montré à l'écran. Ensuite, un principe assez important au niveau de la fusée, c'est son aérodynamisme. La vitesse des fusées est tellement conséquente que la friction de l'air devient un réel problème. Il existe donc plusieurs solutions pour éviter que cette dernière pose trop problème. Par exemple, en rajoutant une coiffe qui protège la charge utile ou la capsule tout en haut de la fusée, et en mettant des éléments plus pointus sur les boosters par exemple. Cela permet de faire en sorte que l'air se glisse contre la paroi plutôt que de se fracasser contre une surface plate. Et voilà, globalement, j'ai abordé les éléments les plus importants d'une fusée. Après, bien évidemment, il reste tout de même certains concepts que je n'ai pas abordés et qui sont tout de même importants, mais au moins vous avez les bases pour qu'on rentre directement dans le sujet de la vidéo. On est prêt maintenant pour rentrer dans la physique concrète des fusées. À commencer avec la formule de la force de poussée. La force de poussée exprime tout simplement la force en newton engendrée par un moteur. Et elle se présente comme telle. La force de poussée est égale à la vitesse d'éjection des gaz fois le débit massique du carburant, plus l'air de sortie de la tuyère, c'est-à-dire ce cercle juste à l'extérieur du propulseur, fois la différence entre la pression intérieure et la pression extérieure. Et voici les unités. Pour être plus précis, la vitesse d'éjection des gaz VE, c'est la vitesse des gaz lorsqu'ils sortent du propulseur. Et le débit massique du carburant, c'est tout simplement la quantité de carburant en kilogrammes qui sort du propulseur par seconde. La surface de sortie de la tuyère A1, c'est tout simplement l'air d'un cercle. Et petite remarque à propos de la pression P1 et PA, autrement dit la pression intérieure au niveau de la sortie de la tuyère et la pression ambiante, ces deux pressions sont approximativement égales au niveau du sol. Donc, au niveau du sol, on peut tout simplement enlever le A1 fois P1 moins PA, parce que si P1 et PA sont égaux, alors leur différence est nulle. Et dans tous les cas, A1 fois 0, ça fait 0. Donc, au niveau du sol, on peut dire que la force de poussée est égale à la vitesse d'éjection des gaz fois le débit massique du carburant. Et c'est quand même bien plus simple à calculer. Par exemple, si on prend le moteur F1 de la Saturn V, c'est-à-dire celui-ci, on peut essayer de trouver sa force de poussée en plein régime au niveau du sol. Il nous manque simplement la vitesse d'éjection des gaz et le débit massique. Et ça se trouve relativement simplement sur internet. Non, c'est faux, j'ai galéré pour le débit massique. Pour le moteur F1, VE est égal à 2580 mètres par seconde et QM est égal à 2621 kg par seconde. Il nous suffit simplement de les multiplier entre eux et ça nous donne 6 762 180 newtons, ce qui est environ 6,77 méganewtons. Et lorsqu'on regarde la page Wikipédia, on trouve exactement la même chose. Vu qu'on a trouvé la force d'un moteur, on peut essayer de vérifier si les 5 moteurs au décollage sont capables de générer une force supérieure au poids de la fusée. Alors, en réalité le calcul est assez simple, on prend juste la force d'un moteur, c'est-à-dire ce qu'on vient de trouver, et on le multiplie par 5. Ce qui nous donne 33 810 900 newtons. Et maintenant pour trouver le poids de la fusée, il nous faut simplement sa masse. Et d'après mes sources, la masse de la Saturn V est d'environ 3000 tonnes. On rappelle la formule du poids, c'est la masse fois la gravité. La gravité sur Terre, c'est 9,81, et la masse de la fusée, c'est environ 3000 tonnes, soit 3 millions de kilogrammes si vous préférez. Donc, lorsqu'on effectue ce calcul, on obtient 29 430 000 newtons. Donc, la force générée par les 5 moteurs F1 est largement supérieure au poids de la fusée. Bah oui, là on a environ 4 millions de newtons de marge. À présent, passons à la deuxième formule. La formule de l'impulsion spécifique ISP. L'impulsion spécifique détermine l'efficacité d'un moteur par unité de carburant. L'ISP est égal à la force de poussée, qui se calcule grâce à la formule précédente, divisé par le débit massique fois la gravité. Si on essaye de calculer l'impulsion spécifique du même moteur précédent, donc c'est-à-dire le moteur F1, et ben on a déjà la force de poussée, qui est égale à 6 762 180 newtons. On a aussi le débit massique, 2621 kg par seconde, et la gravité, bon bah c'est encore la gravité de la Terre, donc 9,81. On remplace les valeurs, et ça nous donne environ 263 secondes. Et si on regarde encore une fois sur Wikipédia pour vérifier, c'est approximativement égal, on va dire.
Et enfin, une formule très importante au niveau des fusées, c'est ce qu'on appelle l'équation de Tsiolkovsky. Elle permet de calculer la variation de vitesse ΔV d'un étage. ΔV étant la vitesse qu'un étage est capable de générer. ΔV est égal à la vitesse d'éjection des gaz, oui encore, fois le logarithme népérien de la masse initiale divisée par la masse finale. La masse initiale, c'est la masse avec carburant, et la masse finale, c'est la masse sans carburant. Et ben oui, même si le réservoir a plus de carburant, le réservoir lui-même pèse quelque chose. Et grâce à cette formule, on peut démontrer pourquoi c'est mieux d'avoir plusieurs étages sur une fusée. Mais vu que j'ai honnêtement la flemme de faire les calculs, je vous montre directement les calculs d'une page Wikipédia qui souligne en effet le fait qu'une fusée avec 2 étages détient un ΔV final plus grand qu'une fusée de même masse totale mais avec un seul étage. Là par exemple, on voit que la masse totale de la fusée est de 134 tonnes, mais en divisant en 2 étages, on calcule 2 fois le ΔV. Et pour le ΔV final, on additionne les deux. Contrairement si on avait un seul étage, on calculerait le ΔV une seule fois. Au final, on remarque que le ΔV est 30% inférieur si on avait seulement un étage. Pour conclure sur cette vidéo, je vous embarque sur le jeu Kerbal Space Program. C'est notamment le jeu que j'avais utilisé pour vous expliquer à propos des RCS. Ici, on peut refaire un mini récapitulatif de ce que vous avez appris aujourd'hui. À gauche, on peut observer ce qu'on appelle le staging. En gros, c'est l'ordre d'activation de chaque élément de la fusée. Ici, on appelle cela des découpleurs, donc c'est ce qui permet de larguer verticalement ou horizontalement des composants de ma fusée. Le propulseur principal, qui s'appelle Geronimo, bref, c'est un propulseur à ergol liquide. Donc je peux moduler la puissance, et d'ailleurs, en dessous, on peut voir sur la navball que je peux effectivement moduler la puissance de mes propulseurs à ergol liquide. Et les boosters sont à ergol solide. C'est toujours assez bizarre les noms, hein. Faut pas se poser de questions dans KSP. Ici, je vais vous montrer comment on effectue une orbite, puis aussi comment revenir de l'orbite. Et c'est parti décollage, voilà, donc là je décolle, alors je suis légèrement incliné. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher entre guillemets vers l'est. Pourquoi vers l'est? C'est parce que la Terre et donc aussi Kerbin dans le jeu tourne d'ouest en est. Donc ça veut dire que en décollant vers l'est, en fait, je gagne une vitesse bonus. Alors ici, on observe vraiment les frictions de l'air qui sont assez conséquentes, donc on va un peu diminuer la puissance de mon propulseur à ergol liquide. Et là, je vais m'incliner de plus en plus jusqu'à en fait au final être tout complètement parallèle en fait vraiment à Kerbin. Donc là, voilà, mes boosters sont terminés, donc je les largue comme ça. Et on s'en fout des explosions, ça c'est normal dans KSP. Mais en larguant mes propulseurs, en fait, mon ΔV a augmenté. Parce que du coup, ma masse a diminué. Donc là, mon but, ce sera de pousser ce qu'on appelle en prograde. Donc le prograde, c'est on va dire, c'est devant nous, entre guillemets. En tout cas, c'est là où on se dirige, c'est la direction de là où on se dirige. On a aussi rétrograde, et c'est l'opposé, hein, tout simplement. C'est le sens opposé de là où on se dirige. Et mon but, c'est de pousser en prograde. Voilà. Parce que là, en fait, on n'a pas d'orbite, hein. Pour l'instant, on a juste projeté un objet dans l'atmosphère, hein. Enfin, on a plutôt projeté un objet au-dessus de Kerbin. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une orbite. C'est-à-dire qu'on veut avoir une vitesse tellement élevée que la gravité de Kerbin n'arrivera même pas à nous rattraper. Une orbite, techniquement, c'est une chute à l'infini, hein. C'est une chute infinie. Comme ma trajectoire est devenue de plus en plus circulaire, jusqu'à qu'un périapse apparaît. Le périapse, c'est le point le plus bas de mon orbite. Hop. Voilà. Et puis voilà, on a fait une orbite. Et donc du coup, ce serait pas mal quand même de réatterrir. Donc là, je vais accélérer. On va se mettre en rétrograde, parce qu'en fait, en poussant en rétrograde, je diminue ma vitesse. Donc en diminuant ma vitesse, mon but c'est de ramener le périapse dans l'atmosphère. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, il est dans l'atmosphère, mais on va même attendre qu'il soit dans le sol, carrément. Ensuite, utiliser l'atmosphère à mon avantage, parce qu'en effet, la friction de l'air, c'est un ennemi au décollage, mais c'est un allié vital à l'atterrissage. On a l'utilisation de parachutes, et les parachutes, ça marche que s'il y a de l'air. C'est bien leur principe. Je vous ai parlé au début de concepts que je n'ai pas abordés à propos des fusées. Là, c'est l'un de ces concepts, c'est le bouclier thermique. Ça permet de nous protéger de la chaleur. Grâce en fait à la friction, je ralentis très rapidement. Et maintenant, je vais déployer mon parachute. Mon parachute qui va me ralentir dans ma chute. Et puis voilà, mon parachute se déploie.
Voilà, je vous ai montré grâce à KSP comment on effectue une orbite et comment on revient de l'orbite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.